bonsoir tout le monde. Ça y est, on peut commencer? Il y a des Alors, termes que je n'ai pas pu expliquer. C'était l'OIB. d'accord. Si vous pouvez peut-être leur expliquer, vous présenter, leur expliquer. OIB. Ouais, l'OIB. Ben, c'est un honneur pour moi de participer à cette soirée conservation et d'apporter ce soir, sinon d'animer ce soir un thème qui nous est cher au niveau du Gabon. Nous espérons pouvoir apporter un peu plus d'informations à la communauté qui ce soir est à notre écoute. Alors, Dr René Noël Pouligui est membre du comité exécutif de l'OILB. L'OILB, c'est l'Organisation internationale de lutte biologique, donc, qui est basée en Afrique du Sud. En anglais, c'est IOBC, International Organization for Biological Control. Donc, son site au siège est basé en Afrique du Sud, à l'université de Rhodes. Voilà. Donc, ce soir, nous allons nous entretenir sur les dangers écologiques prédictibles du projet de la monoculture des eucalyptus au Gabon, et notamment dans la province du Haut-Ogooué. Il faut dire d'entrée de jeu que le Gabon, c'est un pays d'Afrique tropicale, pour ne pas dire d'Afrique centrale, qui est situé, qui chevauche l'équateur dans le golfe de Guinée, situé entre le Cameroun au nord et le Congo au sud et à l'est. Nous avons pratiquement 2 500 000 habitants et sommes un petit pays couvert essentiellement de 80% de la forêt. Et il y a le reste des espaces occupés par les cours d'eau et puis la savane. Alors, la thématique que nous abordons cet après-midi ou ce soir est une démarche que notre association, l'association à laquelle je fais partie, a menée en vue de préserver les terres gabonaises. On peut avancer. Et donc, tu peux avancer avec, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons ici la carte du Gabon et tout à l'est, au sud-est, vous allez voir le début de l'Ogooué. L'Ogooué, c'est ce fleuve qui traverse le Gabon du sud-est, parcourt le pays par le centre et aboutit à la mer au niveau de Port-Gentil. Donc, la zone au niveau de laquelle l'activité du projet euh, envisage de s'établir, c'est la zone de l'Est, la province de l'Est. Voilà. Vous voyez, vous pouvez voir le curseur bouger. Donc, c'est cette zone qui est visée par un opérateur. On peut avancer. Voilà. Et donc, vous voyez ici les points rouges. Ces points-là constituent les principales localités qui se retrouvent le long de l'Ogooué du fleuve. Donc, s'il y a une activité en amont, fatalement, les localités qui sont le long de ce fleuve-là vont être impactées. Et bien entendu, aussi bien la faune que les humains. On peut avancer. Voilà. Donc, vous avez une capture d'écran de la zone convoitée. Tout au sud, vous avez en vert foncé. Au sud, en vert foncé, c'est le parc national des plateaux Batiké, qui est un des parcs, un des 13 parcs du Gabon. Et tout au-dessus, vous avez une forme vert clair. C'est la super... Non, pas celle-là, au milieu. Voilà, c'est celle-là que l'opérateur convoite. Mais tout au nord, vous avez aussi un parc animalier où des animaux ont été introduits et s'y épanouissent.
Voilà. Donc, c'est la zone de conflit actuellement parce que les populations sont farouchement opposées à ce projet et c'est donc le lieu sur lequel nous allons focaliser notre intervention. On peut avancer? Voilà. Ici, vous avez une représentation hydrographique. Donc, vous pouvez voir toute la zone rouge. C'est là où le projet est supposé s'implanter. Et on peut, par projection scientifique, imaginer que si il y a des problèmes écologiques de forme diffuse, surtout les dangers qui sont liés, par exemple, aux liquides qui polluent l'environnement ou des gaz, on peut facilement polluer le reste du fleuve. Nous y reviendrons plus bas. On peut avancer. Voilà. Ce problème que nous abordons cet après-midi a déjà fait l'objet des conférences, notamment deux, au niveau de Libreville. Et la première conférence consistait à attirer l'attention de l'opinion nationale sur les tentatives d'accaparement des terres parce que l'opérateur s'était invité sur ces terres sans consulter les populations et on l'a découvert en train de chercher à mettre en place ces infrastructures qu'il a continué d'abord à continuer d'ailleurs à implanter parce qu'il se croyait tout permis et avec la permission de quelques personnes un peu tapis dans l'ombre. Alors, le deuxième thème que nous avons abordé en conférence, c'était de montrer toutes les manipulations, sinon les manœuvres occultes, pour ne pas dire irrégulières, auxquelles ça donnait l'opérateur. On peut avancer. Voilà, donc nous allons aborder notre thématique en vous racontant d'abord une petite histoire. Et puis après, nous vous présenterons l'association, l'ONG qui lutte contre ce projet. Et ensuite, nous développerons les dangers et aboutirons aux perspectives. Alors, pour la petite histoire, je voudrais partager avec vous une histoire d'un jeune garçon qui est né dans une savane dorée. Mais avant de naître, figurez-vous qu'il était dans le ventre de sa mère, qui, pendant sa jeunesse, avait suivi son mari, tout désigné par les parents, dans ses périples de construction de la route qui devrait ouvrir la région, sinon la localité, au reste des régions. Mais il a été trouvé que cette jeune dame était très jeune pour ne pas très jeune pour traîner dehors, alors que les autres filles de son âge devraient être en classe. Et puis, finalement, par son explication, on a découvert que le village auquel elle appartenait n'avait pas encore eu d'école. Et c'est par cet incident où l'agent colonial, tout en blâmant le mari de la dame, va apprendre que certaines localités n'avaient pas encore des structures scolaires. Et donc, par cette dame, l'école va arriver dans son village. Et le premier jour où il y a eu l'ouverture, toute contente, elle va s'asseoir, prendre part. Et malheureusement, le chef du village va arriver pour chasser toutes les femmes qui avaient été désignées aux hommes. Parce que d'après la conception de l'époque, l'école entêtait les femmes. Et malheureusement, cette femme a été mise dehors. Elle n'a pas pu apprendre grand-chose de l'école. Mais comme l'histoire a souvent ses surprises et souvent les plus agréables, il a plu au Très-Haut de lui donner des fils et des filles dont certains ont pu, par
l'amour de leur environnement, mais aussi de l'école, parvenir à un certain niveau de compréhension des choses qui aujourd'hui aident à éclairer la société. Et celui qui vous parle est le fils aîné de cette dame. Voilà, ça c'est la petite histoire que je voulais partager avec vous. Très bonne Merci. histoire. Félicitations. Ben, Dieu soit loué parce que nous ne méritons rien, mais l'histoire est quand même belle. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer à, au cadre qui nous permet d'envisager, d'aborder ce problème de, de lutte. Nous pouvons aller à la diapo suivante. Voilà. Donc, voilà l'environnement de, de mon lieu de vie, mon lieu de naissance, mes racines. Ce sont les savanes, c'est des cours d'eau. Là, vous avez un lac à droite et vous avez des savanes comme ça, des fois arborées, des fois des savanes complètement enherbées, sans un moindre arbuste. Et des fois, vous avez d'autres savanes avec des bosquets qui sont des anciens villages devenus forêts. Et donc, dans cet environnement, l'homme a œuvré à façonner la nature. Voilà. Et ici, je suis en train d'observer la nature, cet environnement. J'étais plus jeune, hein, pas comme maintenant où j'ai la tête couverte de cheveux blancs. Et donc, vous avez tout en haut à gauche un insecte parmi les mâles aimés de cet environnement. Mais en fait, il s'agit du scarabée gousier, qui est un insecte formidable, qui représente les personnes souvent les moins bien payées par rapport au travail qu'ils font. C'est un éboueur. Lui, il patrouille toute la savane en quête de tout excrément. Lorsqu'il y a des excréments, il arrive subitement et il les enterre. En fait, en les enterrant, il évite les autres organismes supérieurs d'attraper les micro-organismes pathogènes qui pouvaient être transportés, véhiculés par le vent ou les mouches. Mais il en fait aussi une boulette dans laquelle il pond un œuf et sa progéniture peut se développer à partir de cette boulette-là. Donc, c'est une relation environnementale qui souvent n'est pas bien comprise par les hommes, mais qui est là naturellement et il faut souvent un regard de près pour pouvoir la mettre en lumière. Alors, au milieu, je suis en train d'étudier la chenille empereur des plateaux. Il s'agit de la plus grosse chenille alimentaire qui chaque année euh, se développe en grande quantité sur des espaces particuliers. Et donc, de par ma passion d'entomologiste, d'agronome, mais aussi de naturaliste, je parcours ces environnements pour étudier les êtres qui y sont. Et Dieu seul sait qu'il y en a encore beaucoup que nous ne maîtrisons pas, du moins le mot de vie. Et je suis par ailleurs, nouvellement, auteur d'un recueil de poésie appelé Au fil de la brume équatoriale. Ce recueil de poésie-là traite aussi bien des problèmes de société humaine, mais aussi de l'environnement. Voilà, de la bêtise humaine souvent à détruire l'environnement et qui, au finish, nous renvoie aussi la monnaie de nos actes. Voilà, donc ça, c'était la partie consacrée à la présentation de l'auteur. Et nous allons rentrer de plein pied dans la problématique. Alors, pour comprendre les dangers écologiques liés aux plantations de cette, on va dire, espèce, hein, espèce végétale qu'on appelle l'eucalyptus, il faut comprendre, euh, on va dire, la biologie de cette plante. C'est un arbre rustique qui sait s'adapter à beaucoup d'environnements, aussi bien en milieu
tropical, en milieu méditerranéen et même d'autres environnements arides. Donc, cet arbre-là, eucalyptus, c'est un terme générique de genre, mais il y a au minimum 600 espèces d'eucalyptus. Donc, c'est l'arbre qui constitue l'aliment principal du koala. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'autres espèces qui vivent aux dépens de cette plante-là. Et c'est une plante qui, normalement, lorsqu'elle grandit, elle se débarrasse de ses écorces régulièrement et ces dernières peuvent constituer des combustibles. On peut avancer. Voilà, cette plante a la capacité d'enfoncer ses racines, son système racinaire, profondément jusqu'à au-delà de 30 mètres sous terre. Et dans la plupart des cas, il lui faut autour de lui un espace de 10 mètres, autour du pied, un espace de 10 mètres pour que ses racines puissent exploiter à leur plein maximum les ressources de la terre, aussi bien de l'eau qu'elles vont puiser et les matières minérales. Cet espace de 10 mètres permet à la plante de se développer tout en empêchant les autres plantes qui ne sont pas des eucalyptus de prospérer. Et là, vous avez à droite une image d'exploitation industrielle, j'ai envie de dire une surexploitation industrielle où plus rien ne pousse en bas. On peut avancer. Voilà. Donc, les intentions de ceux qui veulent exploiter cette plante souvent reposent essentiellement sur la production du bois, le bois qui peut servir aux constructions des maisons, mais le bois qui peut servir aussi à la fabrication de contreplaqués, des meubles et aussi du papier. Et dans certains cas, les huiles essentielles peuvent être extraites de l'eucalyptus. Dans notre situation de plateau Batéké au Gabon, l'opérateur, j'ai envie de dire la société qui a jeté son dévolu sur cet espace, il espère avoir 60 000 hectares. Et dans les 60 000 hectares, il va réserver seulement 3% aux populations locales. Donc, vous comprenez? Et ça a soulevé beaucoup de remous, de mécontentement des populations qui déjà n'étaient pas informées de ce projet. On peut avancer. Imaginez une superficie de 60 000 hectares autour des villages et il ne restera à ces populations que 3% de terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout autour de leur lieu de vie, l'espace est accaparé par un opérateur. Et lorsque un accaparement a lieu, généralement, il dépouille les populations de leur capacité d'accéder aux sites vitaux. Et donc, les chefs vont être comme on va dire, des responsables des villages sur des îles délimitées et qui n'auront plus la capacité d'exploiter leur environnement correctement. Et donc, la première conséquence ici, c'est la perte de terre par les habitants, sinon les populations locales. Et cette perte de terre va avec le mécontentement de ces derniers, ces habitants qui vont manifester d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et donc, la présence d'un opérateur sur cet environnement entraîne non seulement l'accaparement des terres, puisque souvent les opérations ne se font pas avec le consentement des populations, mais depuis les administrations qui sont à la capitale. Et imaginez-vous une population qui n'a plus accès à leurs ressources vitales. Au finish, ces populations risquent de migrer, de quitter leur terre, étant donné que leur équilibre spirituel, leur équilibre culturel
leur équilibre biologique est brisé. Et à la longue, ces populations iront rejoindre le lot de tous ceux qui vivent en ville sans avoir vraiment voulu y être. Alors, ce projet peut entraîner ce qu'on appelle l'aliénation des populations qui y resteront, parce que nous avons fait la comparaison, quand vous voyez le tableau à droite, on se rend compte que le paysan qui n'est pas employé par un opérateur peut bien mener sa vie, peut avoir plus de temps de repos, peut avoir plus de temps de disposer, on va dire, de sa journée pour ses activités personnelles et peut donc mieux s'épanouir dans cet environnement par rapport à un travailleur qui, en fait, consacre son énergie, son temps et sa pensée à l'opérateur, devenant ainsi un esclave moderne. Lorsque l'opérateur s'installe dans ce cas de figure, lorsque la plante concernée est l'eucalyptus, il faut forcément s'attendre aux perturbations du milieu, notamment l'épuisement de la fertilité des sols, parce que l'eucalyptus pompe énormément d'eau, mais aussi les minéraux. Et donc, à force d'épuiser le sol, ce dernier sera impropre à d'autres cultures. Et il y a aussi le fait que l'arbre produit énormément de feuilles qui ne peuvent être dégradées par d'autres organismes et donc qui s'entassent sur le sol et tuent toutes les herbes ou les plantes locales. Vous avez aussi dans cette litière que produit l'eucalyptus une substance chimique que développe la plante et qui inhibe, sinon empêche les micro-organismes, pour ne pas dire détruire ces micro-organismes, qui deviennent incapables donc d'exploiter on va dire, la matière morte. Dans les environnements normaux, les microbes du sol détruisent les feuilles mortes, les rendent au sol, libèrent les minéraux qui sont repris par la plante et la fertilité est préservée. Dans le cas de l'eucalyptus, il y a empêchement de ce processus. Il y a aussi dans ce cas de figure, souvent, la réduction de l'espace on va dire, espace d'exploitation agricole. Lorsque les populations se voient entourées par des eucalyptus, ils n'auront plus assez d'espace pour pratiquer l'agriculture qui leur permet de survivre et de pouvoir se porter aussi vers le marché. Et donc, en définitive, la plante étant très gourmande en eau, elle va aussi assécher les nappes phréatiques. Avançons dans les autres diapos. L'autre danger qui est associé aux plantes des eucalyptus, c'est celui des incendies. Cette plante, non seulement par ses substances contenues dans les feuilles, produit donc des huiles très, très inflammables, mais la litière qui est déposée au sol, n'étant pas dégradée, s'accumule et devient donc une réserve, on va dire, pour le feu. Et il se trouve aussi que sur le tronc de l'eucalyptus, il y a des écorces qui, une fois enflammées, se projettent même sur 100 mètres. Donc, ce qui fait que l'arbre, au niveau des feuilles, propage par ses huiles essentielles volatiles la flamme sur les autres pieds. Le tronc projette la flamme sur d'autres espaces plus loin, à 100 mètres, en allumant de nouveaux foyers sur la litière sèche, ce qui crée un gros brasier qui peut atteindre des dizaines de mètres au-dessus de la forêt. Et des pays qui en sont victimes, souvent, en viennent à constater les dégâts sans pouvoir faire grand-chose. Et pour nos pays qui sont en voie de sous-développement, sans moyens énormes pour
endiguer les incendies. Imaginer un tel scénario serait catastrophique pour les populations et l'environnement qui y vit. Alors, nous pouvons voir aussi un autre aspect. Tu peux avancer. La diapo suivante, c'est la consommation d'eau. Il y a des études qui montrent que un pied d'eucalyptus peut consommer jusqu'à 50 litres d'eau par jour, 90 pour certains qui sont grands. Et d'autres études montrent que des très gros arbres peuvent consommer jusqu'à 300 litres par jour. En Afrique du Sud, il a été révélé que les zones où les eucalyptus sont plantés enregistrent souvent, par exemple, on a fait une étude en 2000 qui montrait qu'il y avait 16% de perte d'eau de plus que les autres zones où il n'y avait pas d'eucalyptus. Pardon. Et cet incident, ou du moins ce méfait, est aussi observable au Congo, au Bénin, où on a vu les étangs disparaître suite aux plantations des eucalyptus. Il faut se dire que toutes les ressources d'eau à côté des eucalyptus ont tendance toujours à diminuer, alors que les espaces sans eucalyptus préservent leur eau. Je peux avancer. Voilà, donc nous avons fait des calculs et nous pouvons vous rassurer que avec des, des niveaux ou des densités énormes prévues par l'opérateur, il prévoit 22 millions d'arbres. Nous avons calculé environ de l'ordre de 400 milliards à 720 milliards de litres d'eau par an que ces exploitations-là vont puiser dans le sol. Donc, c'est un désastre hydrique qui s'annonce si jamais un tel projet voyait le jour. On peut avancer. Lorsque la plante absorbe l'essentiel de l'eau du sol, elle induit une perturbation de l'équilibre de ce sol, mais elle ponctionne également tous les minéraux et la structure du sol, même la texture, en vient à être modifiée. Ceci fragilise le sol et peut entraîner des érosions. Il y a dans les exploitations industrielles souvent un phénomène, c'est l'attaque par une chenille qui entraîne les opérateurs à utiliser plusieurs insecticides. C'est la chenille Tyrintena arnobia. Et donc, généralement, les opérateurs utilisent même des pesticides qu'ils n'avaient pas programmés, planifiés. Et les habitations tout à côté en viennent à être contaminées, y compris donc les populations qui y vivent. Et donc, ce projet porte en lui les germes des contaminations à venir aux pesticides. On peut avancer. Surtout que lors du démarrage du projet, les opérateurs utilisent le glyphosate pour tuer toute herbe qui pourrait germer entre les jeunes pousses, les jeunes pieds. Et ça, nous avons aussi évalué les quantités. Il y a environ 130 000 à 648 tonnes de matières actives qui pourront être déversées dans cet environnement par année, si jamais l'opérateur faisait recours à 3 traitements. Et donc, au bout de 30 ans, ce serait environ 3 900 tonnes à 19 440 tonnes de matières actives qui auraient été utilisées. Donc, voici des dangers, des bombes, on va dire, chimiques, qui sont en train d'être préparées et qui pourront non seulement polluer les eaux, polluer tous les organismes de l'environnement, mais rendre la vie difficile, sinon impossible dans cet écosystème. On peut avancer. Voilà. Donc, les plateaux Batéké se retrouvent au sud-est du Gabon. C'est le deuxième bras, pour ne pas dire le principal, puisque ces eaux sont beaucoup plus amoncelées sous terre, dans le sable. Si
l'opérateur s'établissait, où les eucalyptus étaient plantés dans cette zone, eh bien, ce sera une zone potentiellement vulnérable de par le sable qui est très poreux et entraîne facilement les pesticides dans les nappes phréatiques. Qui dit nappe phréatique dit connexion avec les grands cours d'eau, et ces grands cours d'eau vont entraîner toutes ces pollutions, j'ai cité les grandes quantités, qui vont aller jusqu'au large, jusqu'à la côte atlantique. Et donc, le phénomène ne sera plus limité à la zone qui est exploitée ou qui devrait être exploitée, mais va parcourir tout le pays en entier. C'est donc un problème qui ne concerne pas qu'une région, mais un problème d'ordre national. Et si nos prédictions sont, on va dire, évaluées dans, on va dire, les valeurs minimalistes, on peut s'attendre à ce que cette diffusion aille jusqu'au Congo, Pointe-Noire, si jamais les effluves de ces pesticides longeaient le long des côtes atlantiques. Donc, c'est un problème qui ne concerne pas que le Gabon, il peut entraîner toute la sous-région. Nous pouvons avancer. Voilà, plusieurs grandes localités seront frappées, notamment celles qui ont recours à l'eau bouée, celles qui puisent de l'eau de consommation dans cette rivière, ce fleuve, celles qui pêchent dans ce fleuve, celles qui lavent leur linge dans ce fleuve, celles qui ont comme cordon vital ce fleuve. Et donc, c'est un problème délicat. La pollution aux pesticides risquera de mettre en mal la vie du Gabon. Vous pouvez avancer. Alors, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de bioaccumulation, ce que les promoteurs de grands projets qui utilisent énormément de pesticides vont vous dire qu'ils vont respecter la dose. En utilisant ces termes, ils viennent à berner les profanes. Mais la réalité, c'est qu'une petite quantité, infime soit-elle, de pesticides dans l'eau, va être prise en charge par les plantes aquatiques, donc les algues. Ces algues-là sont, on va dire, le phytoplancton, sont consommées par les petits organismes qui restent dans l'eau, comme des larves des insectes, comme certains animaux microscopiques, lesquels vont être consommés par les poissons. Donc, le poisson qui consomme beaucoup de petits organismes pollués, contaminés, va donc stocker dans son corps, dans ses graisses, plusieurs quantités. Et s'il y a un gros poisson qui consomme encore des petits poissons qui ont stocké dans leur corps de grandes quantités de pesticides, ce gros poisson va aussi, par le fait de l'accumulation, au finish, stocker beaucoup de pesticides dans son corps. Et le pêcheur qui viendra prendre le poisson va se retrouver avec une très grande quantité de pesticides dans son assiette. Donc, c'est un système vicieux que l'on ne s'y trompe pas. Tout ce que l'on met dans la nature, indûment et sans contrôle, et surtout les natures chimiques, comme les pesticides, ça nous revient dans notre assiette. Donc, c'est un danger qui est là et qui peut entraîner des conséquences plus graves que l'on ne pense. On peut avancer. Voilà. Utiliser de grandes superficies pour des monocultures expose les opérateurs souvent à faire face aux phénomènes inattendus comme l'invasion des ravageurs. Et ces derniers vont entraîner on va dire les producteurs à utiliser des produits chimiques, souvent par les aéronefs, dans l'espace. Et tout ce qui est répandu dans l'espace ne va pas directement sur les plantes, mais est transporté par le phénomène de la dérive jusqu'aux endroits où les populations y vivent. Aujourd'hui, en Europe ou dans d'autres continents où l'agriculture se fait en milieu rural autour des habitations, on constate un taux élevé de cancers des populations qui vivent dans ces maisons parce que les pesticides arrivent malgré leur volonté ou contre leur volonté, sans qu'ils ne sachent, dans leur assiette, dans leur maison, dans leur air
de tous les jours. C'est donc quelque chose à laquelle il faut s'attendre si jamais ce projet voyait le jour. On peut avancer. Et le problème de la gestion des résidus, des pesticides, reste en entier. Le plus souvent, l'Afrique est le dépotoir de ces multinationales. Et lorsque les résidus ne sont pas bien gérés, ceci peut entraîner aussi d'autres problèmes. C'est la pollution de l'espace de vie et du coût. Et donc, la difficulté à exploiter ou à consommer les ressources naturelles que l'on consommait avant sans danger. Il y a aussi l'effet on va dire, des produits phytosanitaires qui sont pas des produits phytosanitaires, mais je veux parler des engrais, des fumures organiques, n'ont pas le même effet, mais les fumures chimiques, vous prenez les engrais qui sont utilisés, les produits surtout azotés, qui vont entraîner beaucoup de nitrates dans l'eau. Celle-ci va induire une prolifération des algues et ces algues vont envahir les cours d'eau et on observera à la surface les couches, les pellicules vertes qu'on appelle, le phénomène est appelé l'étrophisation, qui entraîne la mort de poissons et produit donc des rivières mortes. Et imaginez une rivière morte à partir de laquelle les populations puisent leur eau de consommation. C'est un danger auquel nous ne saurons survivre. On peut avancer. Voilà. Lorsque les pesticides arrivent dans l'assiette des consommateurs, ils sont sujets à plusieurs maladies. Ils entraînent plusieurs maladies, des maladies qui peuvent aller de simples troubles neurologiques au, on va dire, au cancer, au problème d'hépatique, au problème de stérilité, au problème de mutations génétiques lors on va dire, dans la procréation. Et il y a énormément de problèmes qui sont liés aux pesticides. Et pour éviter d'en arriver là, il vaut mieux empêcher des projets qui portent en eux le germe de menaces de contamination aux pesticides. Voilà. Et donc, l'autre danger, c'est la perte de la biodiversité. La plante ne tolère pas d'autres espèces. On peut avancer à la diapositive suivante. Et dans les plateaux, toutes ces ressources que je vous présente là sont disponibles dans la nature. Vous avez plusieurs sauterelles, on va dire surtout la grande sauterelle verte que l'on trouve même dans les pays d'Afrique australe. Vous avez d'autres petits coléoptères qui sont spécifiques à cet environnement. Vous avez la grosse chenille empereur dont je vous ai parlé. Vous avez les termites ailés. Vous avez des poissons d'eau douce. Vous avez plusieurs légumes dans la savane. Vous avez des arbres qui sont utilisés pour des soins, on va dire, en pharmacologie traditionnelle. Vous avez des fruits qui sont consommés et vous avez des animaux comme cet antilope endémique au niveau du Gabon, que l'on appelle l'oncha en langue locale, sinon en science on l'appelle Sylvicapra grimia. Et donc, c'est autant d'éléments qui vont disparaître si jamais ces savanes étaient remplacées par des plantations des eucalyptus. Et ça, ce serait non seulement une perte pour l'humanité, mais une grande perte pour le Gabon, pour les populations locales qui, du coup, vont perdre leur, on va dire, dignité, vont perdre leurs ressources et devenir des populations coupées de leur culture, coupées de leur lieu d'ancrage qui leur permet de s'étendre vers l'humanité. Nous pouvons aller à la diapo suivante. L'environnement des plateaux batékés est le meilleur, sinon le plus beau parmi ceux que Dieu a dessinés au Gabon. Imaginez ce beau paysage être remplacé par une forêt de monoculture.
ce serait un désastre, même du point de vue touristique. Et donc, l'écosystème ne sera plus le même. Et ça, le Gabon aura perdu, l'humanité aura perdu. Lorsque les plantations des eucalyptus arrivent à épuiser les ressources hydriques du sol, eh bien, le sol ne pouvant plus répondre, va lâcher prise. Et toutes les plantes qui y vivaient vont finir aussi par se dessécher. Et on peut envisager, dans le scénario le plus extrême, la désertification. Et ce ne serait au profit de personne qu'un écosystème aussi spécial soit détruit pour des besoins industriels mal appréhendés. Et s'il y a désert, il y aura migration de population. Et qui dit migration dit déplacement vers un autre monde qui n'est pas le monde adapté pour ces populations et qui dit donc vie artificielle. Et qui dit vie artificielle dit perte de dignité. Voilà. Comme perspective, nous disons que ce projet doit être arrêté parce qu'il ne répond pas aux besoins des populations gabonaises. Il vient pour détruire, comme vous l'avez vu. Ce projet devrait être totalement mis aux oubliettes et les infrastructures qui ont été déjà mises en place devraient être réformées pour répondre aux besoins agricoles de la zone. Il y a dans cet environnement un potentiel agronomique énorme. On peut y produire du manioc, des lignas, du sésame et bien d'autres cultures. La patate douce. Et donc, il faut aller plutôt vers des politiques qui favorisent ces cultures, qui sont les cultures maîtrisées par les populations locales et qui donc, dont le développement ne nécessiterait aucune hésitation. Il y a également des initiatives actuellement d'élevage où les animaux se portent très bien. Et donc, il suffit de réfléchir sur tous ces axes et savoir qu'on peut faire de l'emploi dans cet environnement, mais sans le détruire fondamentalement, sinon gravement. Voilà donc, on peut avancer. Voilà la dernière diapo par laquelle nous voulons achever notre présentation, c'est que le sol des plateaux batiqués n'attend que la mécanisation pour permettre une agriculture durable, une agriculture saine pour que les populations qui y vivent trouvent leur compte. Il suffit d'une politique encadrée avec le tracteur aujourd'hui qui est déjà introduit par des privés. Les populations peuvent trouver leur compte sur des espaces bien délimités et on préservera notre bel écosystème des plateaux batiqués. Voilà. Remonte un peu à la diapo suivante, la précédente. Voilà. Ce que vous voyez là, ce sont des tubercules de manioc. Hein? Bon, je dis tubercules improprement, c'est des racines de manioc tubérisées, déracinées dans la savane des plateaux batiqués. Donc, imaginez une, on va dire, politique qui encourage ce genre d'initiative. C'est le type de variété qui pouvait être fixée s'il y avait une politique orientée vers le développement et on ferait de très grandes productions. Voilà, merci beaucoup. Je me remets à vous pour d'éventuelles questions. Beaucoup, donc, docteur Polygui, pour une présentation très, très intéressante et instructive. On a tous beaucoup appris. Et donc, on va passer à la session questions-réponses. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat box si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis je vais les lire pour vous et docteur Polygui. Mais lors de la session précédente avec Monsieur Marc Lotic,
on a eu à présenter votre poster et il y a des membres de l'audience qui ont posé des questions et je leur ai promis que c'était une question et j'ai promis à la personne que cette question-là vous sera posée avant que je ne prenne toute autre question. Donc, c'est une question de Madame Célestine Biham. Elle disait les plantations d'eucalyptus variété Salinia et eucalyptus variété Médène, laquelle des variétés est la plus prometteuse dans certains pays d'Afrique? Merci beaucoup pour votre intérêt à cette problématique et aussi à permettre aux autres aussi de comprendre. Il faut vous dire que l'eucalyptus en Afrique est une extravagance parce que ce que les Africains ont besoin, c'est d'abord une agriculture qui leur permet d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Comme je vous l'ai dit, qu'il s'agisse de telle ou autre variété, l'eucalyptus est une plante écotoxique qui détruit l'environnement, qui induit la, pas la déshydratation, mais qui induit le dessèchement des nappes phréatiques. Les études sont là. On peut changer les variétés comme on veut, mais le problème est que lorsqu'on fait la promotion de ce genre de cultures, ce que nous appelons des cultures aliénantes en agronomie, des cultures qui ne répondent pas au développement pertinent. Le développement pertinent consiste à percevoir les besoins des populations et à les implémenter de telle sorte que vous atteignez des grandes productions qui satisfassent leurs besoins, mais peuvent aussi aller à l'extérieur combler les besoins qu'il y a ailleurs. De telle sorte que les populations elles-mêmes fixent le prix en fonction du coût de production. Or, dans le cas présent, en fait, nous avons affaire à une culture de rente. Les prix sont fixés ailleurs. L'énergie que consacrent les populations, ce n'est pas pour quelque chose qui les nourrit. Si l'opérateur part, la terre ne sera plus utilisée, exploitable. Donc, les populations perdent tout. Donc, malheureusement, je crains de ne pas pouvoir vous satisfaire, donner une réponse satisfaisante à ce que vous attendiez. Je n'indiquerai aucune variété pour utiliser les terres africaines en vue de planter l'eucalyptus. Parce que il y a derrière ça ce qu'on appelle aussi la nouvelle stratégie d'accaparement des terres. Il y a aujourd'hui chez les grands industriels une nouvelle stratégie fondée sur les produits RED, c'est-à-dire les réductions des échanges des gaz liés à la destruction de l'environnement ou la déforestation. Alors, on nous a inventé aujourd'hui un nouveau concept, c'est celui de la séquestration du carbone. Il suffit que n'importe qui prenne des terres africaines pour planter des arbres et ça, on lui convertit ça en séquestration de carbone. Et ça lui fait donc des crédits carbone qu'il peut vendre à un pétrolier qui pourra donc les brandir comme propriété qui lui permet de ne plus payer la pollution qu'il engendre dans l'environnement. Et donc l'Afrique gagne quoi avec ça? C'est des entourloupes. Mais nous disons, il y a des plantes, par exemple au Gabon, je vous prends le safoutier, c'est une plante de l'Afrique centrale. Elle a le potentiel de production d'huile identique à celui de palmier à huile. Mais si on développe cette plante ce fruitier, les populations peuvent mieux l'exploiter parce que c'est leur plante à eux. C'est une plante qui peut aussi bien leur permettre de subvenir à leurs besoins alimentaires. Donc, même si personne n'achetait, eux-mêmes peuvent consommer. Mais l'eucalyptus, si personne l'achète, qui va le consommer? Qui fera quoi? Le Gabon, c'est un pays qui est couvert à 80%, par exemple, de forêt. Si c'est pour le bois de chauffe, ça, il y en a naturellement. Alors, si c'est pour le crédit carbone, la forêt gabonaise du bassin du Congo nous préserve déjà de ce besoin parce qu'elle séquestre énormément de carbone. Mais jusque-là, on n'a rien donné aux populations qui veillent sur ces forêts, qui depuis qu'elles sont là des siècles durant n'ont jamais détruit la forêt. Mais c'est les exploitants
industriels aujourd'hui qui mettent à mal le climat. Mais c'est à eux qu'on donne des crédits carbone. C'est terrible. Vous voyez, donc ce schéma de développement africain, par rapport à l'eucalyptus, je dirais non, réfléchissons sur autre chose qui peut nous aider. Même l'avocatier, par exemple. Son huile est aussi chère, sinon plus chère que l'huile d'olive. Vous voyez, c'est des ressources qui sont là, qui peuvent être plus pertinentes pour l'Afrique que de nous amener des plantes exotiques qui ne répondent pas à nos besoins en tant qu'Africains. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. On apprend beaucoup. Je vois que Monsieur Japhet Ndoko a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Ndoko, et puis poser votre question. Merci beaucoup, Madame Laetitia, pour m'avoir accordé la parole. Nous avons très bien suivi avec intérêt la présentation de Monsieur René, qui m'a tellement touché au cœur. Mais j'ai une petite question, peut-être après les autres pourront venir à Monsieur René. Monsieur René, je vous ai bien suivi, les cactus, c'est une espèce qui a vraiment des équilibres écologiques. Je suis parfaitement d'accord pour vos explications. Alors, vous avez dit que ce n'est pas bon de ramener des projets de l'Ecatplus tels que chez vous au Gabon, où il y a presque 80% de la biodiversité, où vous n'avez pas un problème pour le crédit carbone, tout ça. Et pour une population, par exemple, les gens qui ne maîtrisent absolument rien de l'Ecatplus, nous savons que les projets doivent se réaliser pour l'intérêt de la population, mais une population qui ne connaît absolument rien de l'Ecalptus, mais on vient, on leur dit, voilà, l'Ecalptus a ça, ça comme intérêt, et si vous pouvez mettre dans vos plantations, dans vos terres, ça pourrait vous aider. Mais or, ils ne maîtrisent rien de l'Ecalptus. Et qu'est-ce qu'on peut dire, vous, par rapport à votre unité de recherche, vous connaissez? Quel est votre rapport au gouvernement gabonais par rapport à l'Ecalpus, qui est une espèce très dangereuse sur l'écologie de beaucoup de choses dans l'aspect environnement? Merci. Ok, merci beaucoup pour votre question. Mais je dirais que cette question ne concerne pas que le Gabon, hein, parce que dans la sous-région, je crois qu'il y a des projets de ce genre. Euh, Premièrement, il faut que les personnes qui sont au fait des méfaits de l'eucalyptus puissent sensibiliser. Nous, on a fait la sensibilisation dans les villages pour expliquer. Vous savez, le terme eucalyptus, on l'utilise, on va dire en français. Mais nous, on a trouvé, par exemple, un mot qui, dans notre langue, veut dire la plante qui dessèche les sources d'eau. Voilà. On l'appelle en téké, par exemple, une case en toulo. C'est-à-dire, quand tu dis ça, le téké comprend que c'est les choses qui font assécher les nappes phréatiques, qui font assécher les sources d'eau. Donc, une bonne communication peut permettre à ces populations ignorantes de se rendre compte du danger. C'est aux uns et aux autres qui ont quelques expertises ici et là de pouvoir euh, les mettre à la disposition des populations. En ce qui concerne les gouvernements, il faut dire que le tout n'est pas à mettre au dos des gouvernements. Hein. C'est souvent des individus qui, peut-être par des intérêts personnels, trouvent leur compte et essaient de contourner les populations. Donc, on demandera au gouvernement d'être veillant, d'être en éveil, mais aussi d'écouter la voix des, on va dire, des associations, des ONG environnementales comme la nôtre, qui interpellons, qui pouvons évaluer et nous rendre compte que ce n'est pas bon pour les populations. Ça ne coûte rien à un gouvernement qui trouve que, tiens, telle association a l'expertise et peut être invité à l'évaluation d'un projet, peut être invité à la compréhension d'un projet, afin d'avoir aussi des avis divergents ou diversifiés. Mais dans d'autres pays, moi j'étais par exemple à un pays de la sous-région où l'eucalyptus est planté par des populations, mais des arbres sont éparpillés dans l'environnement, derrière les cases. Les terres déjà elles-mêmes
ne sont pas des terres qu'on va dire très fertiles ou agronomiques, mais c'est éparpillé. Et donc, les arbres étant éparpillés, on ne ressent pas du tout l'effet de ces arbres-là sur l'environnement parce que la pression n'est pas comme la pression qu'enregistrent des exploitations qui ont de grandes densités d'arbres. Donc, c'est ainsi que vous avez dans certains pays des populations qui peuvent compter, chacun peut avoir peut-être 10 pieds derrière sa maison. Et souvent, quand certaines sociétés d'électricité ont besoin des poteaux, hein, des poteaux pour l'électrification, ils viennent acheter les arbres derrière leur maison. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pas trop destructif, mais malgré tout, euh, l'espace est toujours occupé par un arbre dont l'achat est aléatoire. Mais le développement des cultures locales rapporterait mieux. Parce que quand vous attendez qu'un arbre grandisse après 20 ans, bon, tout ce temps-là, vous vivez de quoi? Votre, votre terre qui est occupée par ce arbre-là. Il aurait pu mieux vous rapporter si c'était un arbre fruitier qui, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous donne des fruits chaque année. C'est une question de choix, de bon sens, mais aussi c'est une question qui interpelle on va dire, les promoteurs des projets agricoles ou alors les décideurs au sein des administrations afin de s'orienter vraiment vers tout ce qui peut d'abord être ressources naturelles propres aux Africains que l'on n'a pas encore valorisées, mais qu'il faut valoriser pour permettre aux populations de s'approprier ces ressources-là plutôt que de faire venir les produits exotiques qui, lorsque ça ne marche pas, sont abandonnés et on ne sait plus quoi faire. Voilà, merci. Merci, tout à fait. Je vois que Monsieur Gracieux Tiza a la main levée. Gardez votre main levée. Avant de vous donner la parole, je veux juste lire un commentaire qui se trouve dans le chat box. C'est Monsieur Franck Kakir. Il dit, je n'ai aucune question, mais il faut barrer la route à cet investisseur. Les eucalyptus sont gourmands en eau et leurs feuilles pourrissent après une longue durée. Nous avons constaté un désert vert Lubero, RDC. Les eucalyptus sont rentables du point de vue économique, mais écologiquement, ces espèces exotiques sont dangereuses. Donc, c'est Franck Kakirania, environnementaliste au groupe Academia RDC Butembo, RDC. Donc, c'était ce commentaire-là. Et monsieur, vous voulez dire quelque chose, docteur? Ben, je remercie monsieur Franck Kakirania parce que effectivement, c'est ça la problématique. Pour l'opérateur, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Figurez-vous que celui qui veut s'implanter au Gabon, là, il a déjà initié une démarche de certification alors que les opérateurs n'ont même pas encore commencé. Et il est prévu qu'ils perçoivent, je crois, 10 à 12 millions de, 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 de dollars, de milliards de dollars par année. Vous voyez, donc pour lui, c'est tout bénef, mais le Gabon ne gagne rien, les Africains ne gagnent rien. Donc vous avez tout parfaitement raison, c'est à nous, Africains aussi, de nous, on va dire, mettre en ordre serré pour nous soutenir les uns les autres, afin que ça ne soit pas le problème d'un pays ou d'une seule région. Merci pour votre soutien. OK. En attendant, je vais lire donc dans le chat box, c'est Madame Alida Bernadette Babouga qui dit, j'aimerais savoir la durée de vie d'une plante d'eucalyptus. Monsieur Eladji Faye qui dit, vous avez développé un côté sombre des eucalyptus. N'y a-t-il pas un côté lumière pour le Gabon ou d'autres pays d'Afrique? Si par exemple on interdit les pesticides, et sachant que les nappes sont aussi rechargées par les pluies annuelles nombreuses au Gabon. Je le dis parce qu'ailleurs, l'eucalyptus est utilisé pour suppléer la forêt qui risquerait d'être surexploitée. Donc, la première question, c'est Madame Babouga qui demande la durée de vie d'une plante eucalyptus.
Merci beaucoup. Mais l'eucalyptus est une plante pérenne, hein. Tant qu'elle n'est pas malade, elle va rester là des, des, des années, des centaines d'années, hein, même, on va dire, des années et des années, des générations vont passer, et il sera là. Et donc, mais la question peut-être, c'est après combien de temps il est exploité ou il est exploitable? Souvent, on peut, après un cycle de 8 ans, on peut déjà le couper pour faire tout ce qu'il veut là. Donc voilà. Mais c'est un arbre qui reste longtemps, tant qu'il n'a pas de soucis, il restera, grossira, grandira et il restera là de sec. Alors, en ce qui concerne le côté lumière, que monsieur, c'est monsieur qui? Monsieur Eladi Faye du Sénégal. D'accord. D'accord. Oui, monsieur Eladji Fall. Monsieur Eladji, euh, Faye. oui, Fall. J'aurais bien voulu vous faire plaisir, hein, en, en donnant des côtés lumineux, comme vous le diriez, mais il se trouve que même l'hypothèse que vous émettez de l'abandon des pesticides est impossible. Déjà, l'opérateur auquel nous faisons face, lui, il a déjà une batterie de pesticides qu'il a présenté, qu'il va utiliser. Et donc, lorsque les eucalyptus sont mis en terre, sur 60 000 hectares, vous imaginez, il y a déjà la végétation naturelle qui est là. Donc, le démarrage des eucalyptus va demander, va exiger l'utilisation des herbicides pour tuer d'abord les mauvaises herbes afin qu'elles ne fassent pas concurrence à la plante. Maintenant, quand elle-même prend une certaine taille, c'est là où elle-même prend le relais pour éliminer. Donc, fatalement, vous tombez toujours dans les pesticides. Vous pouvez aller chercher en ligne, hein, vous verrez que on va dire au Brésil, lorsqu'on fait une exploitation intensive, les pesticides sont systématiquement utilisés. Donc, le seul argument qui dit, c'est qu'on respecte la dose, mais je vous ai montré qu'une petite dose dans la nature peut se transformer en grande dose dans l'assiette. Donc, sur ce point-là, vraiment, on ne peut pas trouver une lumière. Alors, problème de pluie qui sont, on va dire, hein, les pluies qui rechargent les nappes. Oui, vous avez raison. Mais d'autre part, il y a des articles qui ont prouvé qu'en Inde, même en Afrique du Sud, après des dizaines d'années où l'eucalyptus a pompé énormément l'eau, la quantité d'évapotranspiration que les arbres sont supposés, ou du moins que la terre est supposée renvoyer dans l'air diminue. Et quand cette quantité diminue, donc ça fait une diminution aussi de formation de nuages dans cet environnement. Et donc il y a une perturbation climatique. Donc, vous voyez que une plante qui empêche le sol, et même au Congo, on a fait cette étude, là où il y a l'eucalyptus, l'eau ne descend pas trop en profondeur parce que la plante elle-même retient l'eau qui arrive. Donc, c'est une calamité. On ne peut pas dire mieux. Donc, si à la longue, l'exploitation pompe toute l'eau du sol, ben, il n'y aura plus rien qui va aller dans la nature et la nature ne va plus rien renvoyer non plus. Vous voyez, dans le désert, il n'y a pas d'évapotranspiration et il n'y a pas beaucoup de nuages non plus. Donc, c'est un cercle vicieux. Il ne faut pas attendre que la pluie arrive pendant que les eucalyptus finissent l'eau du sol, épuisent l'eau du sol. Alors, il y avait aussi un autre aspect qu'il a évoqué. Qu'est-ce que c'était il a évoqué un autre aspect, un troisième aspect là. Est-ce qu'il peut nous le rappeler? Je ne sais pas bien. Et j'espère que Madame Laetitia a écrit un message qu'elle a un problème de connexion. Elle revient du super. Et je ne sais pas Ah, si vous parlez d'une question qui a été encore posée. oui, dans la question là, la question de Monsieur Fall, il y avait les pesticides, il y avait les pluies, et il y avait un autre aspect que je pense que tu bien noté là. Est-ce que vous avez la Oui, possibilité de lire ça? oui, oui. En fait, oui. Bonjour, monsieur Poligui. Je ne sais pas, on ne m'a pas donné la parole, mais bon, j'ai levé la main. C'est monsieur Faye. Ah, très bien.
Je vais donc intervenir peut-être si Madame Laetitia le permet. Allez-y. Laetitia, je commencerai d'abord par véritablement féliciter Monsieur Polygui pour la qualité de sa présentation, qui a été vraiment très fouillée. Et je participais au débat un peu pour parler de lumière, parce qu'en réalité, le projet qui est prévu chez vous est un projet de dimension industrielle. C'est 60 000 hectares, c'est énorme. Donc, vu sous cet angle-là, il y a beaucoup effectivement de risques liés à la pollution, liés à la surexploitation des ressources en eau, et tout ce qu'il y aura comme conséquence puisque c'est le long d'un fleuve, etc. Mais quand on globalise par rapport à l'Afrique ou quand on se situe à une dimension africaine, on se rendra compte également qu'il y a un côté lumière un tout petit peu, notamment dans les zones sahéliennes, soudaniennes, où vous avez quand même une utilisation assez raisonnée de l'eucalyptus dans les systèmes, par exemple, agroforestiers. Et c'est vrai que la réputation de pompe d'eau de l'eucalyptus l'a précédé un peu partout. Mais dans les systèmes agroforestiers, les eucalyptus constituent des espèces qui sont véritablement très utiles parce qu'à croissance rapide, mais également au-delà du fait, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a une durée d'exploitabilité autour de 7 8 ans. On peut couper et avoir du bois pour faire du charbon de bois, pour faire des perches, pour faire du bois de feu. Et dans les zones sèches où la productivité ligneuse n'est pas importante, ces bois-là sont extrêmement importants. Et dans la construction, par exemple au Sénégal, les entreprises utilisaient beaucoup de perches pour les bâtiments. Et ces perches-là venaient d'eucalyptus. Et l'autre avantage de l'eucalyptus, c'est que vous l'exploitez à 7 ans, 8 ans, au bout peut-être de 3 ans ou 4 ans après, vous avez d'autres perches sur les mêmes souches parce que ça rejette très puissamment de souches. Et ceci est un aspect important. C'est pourquoi je disais un peu côté lumière. Et par rapport à véritablement une gestion de cette utilisation-là, on devrait pencher vers des plantations moins massives, des petits bois villageois. Ça a été utilisé beaucoup dans certains projets agroforestiers au Sénégal. Des bois villageois. Il y a des villages au Sénégal où il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de bois. C'est une corvée pour les femmes de trouver de chauffe. Et là, certains projets agroforestiers faisaient des parcelles d'1 hectare maximum ou 1 hectare et demi au niveau du village pour permettre aux gens du village d'accéder à la ressource ligneuse, d'autant plus que l'eucalyptus se régénère végétativement par rejet de souches. Et donc, c'est une ressource qui est là, qu'ils gèrent, qu'ils exploitent de façon durable. Donc, vu ce angle-là, l'eucalyptus pourrait être utile. Et c'est pourquoi je disais un peu côté, côté lumière. Voilà un peu pour participer un peu au débat qui est très passionnant. Et encore une fois, félicitations et merci pour cette belle présentation. Nous avons beaucoup appris. Merci. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Je ne sais pas si Monsieur Tiza Gracieux est de retour. Si vous l'êtes, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et je vous donnerai immédiatement la parole. Mais en attendant, je vais lire Oui, une... je suis là, Laetitia. Ok. Vous avez la parole. Merci, merci. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très, très joyeux de participer à cette présentation et je félicite notre présentateur de nous avoir présenté une matière très intéressante comme ça. Alors, j'ai seulement deux petites questions. La première question est de poser à notre présentateur quels sont les conseils que pouvez-vous prodiguer au gouvernement congolais? Quels sont les conseils que pouvez-vous prodiguer au gouvernement congolais et les agences des Nations Unies qui exécutent les projets de reboisement par les eucalyptus en RDC et ils nous sensibilisent sur la lutte contre le réchauffement climatique. Je ne sais pas si la première question est bien saisie. La Oui, oui, bien deuxième sûr. question,
Oui, la deuxième question, quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour vulgariser ces dangers? Quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour vulgariser ces dangers en Afrique, aux communautés locales, et comment vous allez les atteindre? Et en fait, c'est une recommandation. Nous avons besoin de ces modules, si vous pouvez nous les partager. Et nous avons vraiment besoin de ces modules. Et si vous pouvez nous les présenter, à part les modules, nous avons aussi besoin de votre coordonnées, adresse mail, même numéro de téléphone, WhatsApp, et afin qu'on puisse vous poser d'autres questions en privé. Merci beaucoup. Je suis Gracier Chiza, chef de programme chez ADIF. Et nous sommes basés dans la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Merci, mon ami de RDC, de Bukavu. Je dois avoir des amis de ce côté là-bas parce qu'on a été quelque part dans ce monde d'apprentissage. Je crains de ne pas être à la hauteur pour conseiller le gouvernement parce que ce qui se passe souvent, il n'y a pas que seulement chez vous, ce qui se passe souvent au niveau de l'Afrique, c'est que les gouvernements ont tendance à ne traiter qu'avec les Occidentaux. Ils négligent leurs ressources locales. Et parce que les Occidentaux arrivent avec leur budget, ils disent, ben voilà, on a l'argent, on peut faire ceci. Et puis, si vous êtes partant, ben voilà ce que chacun de vous aura. Et puis, voilà. Et c'est signé et on vient appliquer. Bon, mais il y a quand même un espoir. L'espoir, c'est que les Africains commencent à comprendre que l'OTAN où on prenait tout de l'Occident sans réfléchir est révolu. Nous avons maintenant la possibilité de réfléchir et d'éviter d'être, comme le dit votre président, sous paternalisme, n'est-ce pas? Et donc, c'est à nous de savoir que notre souveraineté nous donne le droit de choisir nos projets qui sont bons pour les populations. Alors, la première chose à faire, c'est que tous nos pays d'Afrique devraient, on va dire, adhérer ou signer les conventions internationales sur la préservation de l'environnement. Et dans ces conventions-là, vous avez par exemple les clauses qui parlent du CLIP, le consentement libre et éclairé des populations. Vous avez une problématique, vous l'amenez auprès des populations, vous expliquez et vous présentez les tenants et les aboutissants. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, et les populations librement décident d'accepter ou de rejeter votre projet. Quand on fait ça, on évite d'imposer des choses aux populations. Et je sais que les Africains sont suffisamment intelligents pour savoir ce qui est bien pour eux. Et donc, c'est que nos gouvernements, s'ils peuvent arriver à ce niveau où ils sont des signataires de ces conventions, ben, ça va nous permettre, à nous autres qui nous battons, de voir si le principe est respecté avant qu'un projet ne voie le jour. Parce que la plupart de ces projets se font sans qu'on ne consulte les populations. Mais c'est décidé depuis les gouvernements. Donc, ça, c'est ce que je pourrais dire. Alors, en ce qui concerne les agences de l'ONU ou des Nations Unies, là encore, je veux parler avec beaucoup de, j'ai envie de dire, de recul. Et il se trouve que les agences de l'ONU ne prospèrent ou ne sont beaucoup plus présentes que dans l'hémisphère sud. Est-ce que ça veut dire qu'au nord, il n'y a pas de problème? Moi, j'ai été dans des pays du nord où on visitait les forêts, où il n'y avait même plus un seul poisson, une seule libellule dans une rivière. Parce que les pesticides ont tout tué. Vous pensez que l'ONU ne peut pas être là-bas pour contribuer à ramener la vie dans ces rivières? Et pourquoi c'est en Afrique qu'ils viennent pour nous faire la promotion de projets
qui non seulement prennent nos espaces, mais nous empêchent de disposer des ressources qui peuvent nourrir nos enfants. La bonne ressource, c'est celle qui peut nourrir ta famille. Si tu n'as pas d'argent, l'énergie que tu dépenses pour l'exploiter peut te compenser par le fait que tu t'alimentes avec et tu peux vendre. Voilà la philosophie dans laquelle les Africains devaient se tourner, devaient s'armer. Donc, je le dis pour le déplorer, les agences des Nations Unies n'ont pas une vision pour promouvoir le développement de l'Afrique. Toutes les politiques de développement venues des Nations Unies n'ont pas sorti un seul pays d'Afrique de son sous-développement. Et donc, c'est à nous de dire, vous voulez nous aider, vous avez de l'argent. Voilà, nous avons le sésame. Le sésame est beaucoup prisé dans la pâtisserie, dans les huiles. Et je sais que la RDC, comme le Gabon, ont certains espaces en commun. La terre. Nous avons par exemple un plateau Batéké au Gabon. Vous avez aussi le plateau Batéké en RDC. C'est les mêmes régions où on peut développer les mêmes cultures. Vous pouvez dire, au lieu que nous continuions à consommer de la farine ou farine est venue d'ailleurs, quand il y a des guerres, on ne peut plus l'avoir, mais il y a des maniocs, des variétés de manioc qui sont porteuses on va dire, d'amidon que l'on peut facilement incorporer dans peu de farine de blé et faire un pain adapté à nous, à notre environnement. Et là, on développe le manioc et tout le monde est gagnant. Donc, c'est ça qu'il faut dire à nos dirigeants. Alors, oui, l'argument du réchauffement climatique, j'ai envie de dire, c'est comme quelqu'un qui vous fait un compliment sur votre beauté. Vous voyez, une femme belle, elle sait qu'elle est belle. Mais un monsieur vient dire, mais madame, est-ce que vous savez, vous êtes belle? Est-ce que vous pensez que ce monsieur ignore qu'elle le sait? Non, le monsieur sait, mais il veut toucher la fibre sensible de la dame pour annoncer son projet de politique générale. Donc, quand il nous parle de réchauffement climatique, c'est une problématique qui devait être vue dans des pays qui ont détruit leur environnement. Parce que la RDC, tout comme le Gabon, tout comme l'Amazonie, constitue le poumon du monde. Donc, lorsqu'on parle de réchauffement climatique, c'est vrai, une exploitation désordonnée peut accroître ce problème, mais quand vous avez des industries extractives, que ce soit du pétrole, que ce soit du charbon, ailleurs, en Occident, qui passent le temps à polluer la nature, parce qu'ils ont des plantations d'eucalyptus au Congo ou au Gabon, ou on ne sait pas où ailleurs, parce que ces plantations leur permettent de dire, mais tiens, nous, on a telle quantité de plantations, ça qui correspond à telle absorption du carbone, du gaz carbonique. Donc, du coup, on n'a plus besoin de payer. Vous voyez que nous sommes les dindons de la farce dans cette affaire. C'est nous qui leur permettons de polluer en plus. Donc, mais notre forêt, elle est là déjà pour nous permettre de garder un climat paisible, un climat équilibré. On devait nous donner l'argent pour dire, tiens, préservez votre forêt. Par contre, si vous pouvez nous aider, c'est de nous permettre aussi, avec votre gestion, vous savez, nous, on a des gestions ancestrales, hein, que peut-être les Occidentaux n'ont pas. Moi, je connais des populations au niveau du Gabon qui sont en fait des bâtisseurs de l'environnement. À chaque fois qu'ils passent, une forêt germe. Vous voyez? Mais c'est des stratégies. On a des forêts, par exemple, où il est interdit de réaliser des activités. Vous croyez que ça ne contribue pas à maintenir le climat en équilibre? Mais non. Il est temps que nous réveillions et que nous sachions que le réchauffement climatique, c'est vrai, mais ce n'est pas nos forêts qui entraînent ce réchauffement. Ce n'est pas en plantant encore les arbres dans nos forêts ou dans notre environnement qui est déjà suffisamment couvert qu'on va lutter contre la déforestation. S'ils veulent qu'ils aillent dans le désert, qui est déjà
dépourvus d'arbres. Ils peuvent faire des forages. Et dans ces forages, de ces forages, va jaillir de l'eau qui va alimenter les arbres qu'ils vont planter. Et ces arbres-là vont amener un nouvel environnement. Je crois qu'au Sénégal, il y a un projet comme ça, Eden ou Rehoboth, quelque chose comme ça, où quelqu'un est allé dans le désert et a créé un nouvel environnement. Voilà, aller dans le désert, puiser l'eau du sol et créer de nouvelles forêts pour que ça apaise la nature. Mais ne venez pas dans des endroits où il y a déjà une forêt exubérante pour nous dire qu'on lutte contre le réchauffement climatique. Les stratégies. Quelles sont les stratégies que nous autres ou que nous? Ben, il faut dire que notre association, c'est vrai, je ne l'ai pas présentée, c'est le collectif des ressortissants et écologistes des plateaux Batéké, mais en fait, elle a la vocation nationale d'agir sur tout le Gabon. Et nous sommes en collaboration avec d'autres associations. Et même aujourd'hui, l'international nous a aussi associés. Et donc, il faut une première stratégie, c'est de travailler en collaboration avec les autres associations pour qu'on se partage les échanges, les idées et les stratégies. Tout ne pourra pas être dit en ligne, mais au moins si on travaille en collaboration, unis, nous pouvons aller plus loin. Et ben, pour atteindre nos objectifs, on doit collaborer avec les dirigeants. On doit collaborer avec les dirigeants. Il faut mener des luttes responsables avec une méthodologie scientifiquement claire qui montre que ce ne sont pas forcément les projets pertinents que l'on nous présente. Mais nous, si on vient avec dans notre carcelle des projets adaptés qui peuvent remplacer, ben, le décideur, en principe, n'aura pas de choix que de se pencher vers ce qui est plus utile. Voilà donc ce que je dis en peu de mots. Mais après, il y a des détails hein, comme la sensibilisation, comment procéder, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aussi l'honneur de la guerre, hein, bien sûr. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Et justement, par rapport à ce que vous mentionnez, l'une des thématiques vraiment sur lesquelles on veut insister l'année prochaine, c'est de vraiment insister sur l'implication des Africains qui viennent de l'Afrique francophone dans les politiques de gouvernance, des décisions qui concernent les politiques de gouvernance de biodiversité. Parce que la Ouais. vérité, on est absent sur la scène internationale et c'est pourquoi je me dis je me trouve peut-être un peu frustrée, mais on a besoin vraiment de, comme on dit en anglais, go out there et laisser notre marque aussi. Et donc, je crois que ça, c'est important. Et donc, dans ce sens-là, si vous connaissez des experts qui peuvent aider vraiment à parler de ce genre de sujet, on aimerait vraiment les avoir sur notre plateforme. On est arrivé à la fin de l'événement de ce soir. Le temps n'est plus de l'autre côté. Mais il y a quand même une question que j'aimerais lire. Elle vient de Immaculée Zawadi qui dit, ce sera la dernière question, elle dit, chez nous, il y a une maladie qui attaque l'eucalyptus durant au moins 2 décennies, la mosaïque. Elle a semblé impossible à traiter. S'il vous plaît, pouvez-vous avoir une idée pour le traitement? Oui, je voulais intervenir ou donner une suggestion par rapport à cette question parce que réellement, les eucalyptus tels que vous venez de dire leur danger, bon, de ma part, si j'avais la force, je devrais recommander à tous ces investisseurs ou bien à tous les multiplicateurs, tous ces agri-multiplicateurs des eucalyptus d'y mettre de l'essence, pétrole et sandier. Parce que, oui, c'est ça. Parce que c'est une sorcellerie, c'est une sorcellerie que les agences des Nations Unies nous ont amené en RDC. Et quelqu'un qui cherche encore le traitement des eucalyptus, moi, je ne peux pas l'encourager. Je ne peux pas l'encourager. Et seulement, nous, à DIF, en RDC, c'est depuis 2018 que nous avons commencé à faire la recherche sur les arbres et forestiers qui peuvent remplacer les eucalyptus et nous sommes déjà à 14 espèces. Nous sommes déjà à 14 espèces
Très bien. Notamment, nous avons déjà restauré les albizia, les wapaka, les antoxylum, les carapa, d'autres espèces là en voie de disparition et d'autres en disparition que nous sommes en train de restaurer. Et donc, quelqu'un vraiment qui cherche le traitement des eucalyptus, nous ne pouvons pas l'encourager. Et nous, tel que Laetitia vient de le dire, nous vraiment, nous voulons une synergie. Nous voulons une synergie, si on peut le faire ensemble, une synergie des organisations qui vont organiser des conférences et des séminaires sur la lutte contre les projets des eucalyptus. En RDC, nous avons des agences que nous ne voulons pas citer qui sont en train d'exécuter le projet des eucalyptus sur le terrain au niveau de la communauté. Et nous, les associations locales, nous sommes là, nous leur disons, au lieu d'encourager les plantations des eucalyptus, pourquoi vous ne pouvez pas nous encourager ou bien nous appuyer, nous qui faisons la restauration des forêts par les essences forestières. Mais comme ce sont eux qui ont leur argent, ils continuent toujours avec leurs projets poison et montrer à la population que non, les eucalyptus sont économiques, je ne sais pas, patati patata. Merci beaucoup. Voilà. Ben, moi, je voudrais dire quand même à la dame, c'est vrai que, comme M. Fay l'a dit, dans certains cas, les eucalyptus ne sont pas exploités dans on va dire, la vision industrielle. Donc, c'est des pieds éparpillés parmi d'autres plantes. Et peut-être dans ce cas, juste des zones désertiques qui ont besoin d'arbres. Euh, Tant que le problème ne se transforme pas, disons que la solution qu'on va apporter ne devient pas un problème, bon, tant mieux. Mais il faut savoir que au Portugal, les gens ont au début cru que c'était la solution miracle. Mais après, quand les arbres ont grandi des dizaines d'années plus tard, on va dire après 50 ans, c'est devenu des brasiers. Les eucalyptus sont devenus un méfait qu'eux-mêmes cherchent à détruire. Donc au départ, ça peut être bien, mais après 50 ans, ça deviendra quoi? La forêt, là. Et donc, par rapport à, par rapport à la solution, je dirais que les maladies liées aux mosaïques sont généralement des viroses. C'est-à-dire, c'est des virus qui causent ça. Et un virus dans la plante n'a pas de solution. On n'a pas de solution que de détruire la plante. Voilà. Donc, malheureusement, je n'ai pas de solution pour vous. Couper la plante, si elle peut vous servir pour brûler ou pour faire, je ne sais pas quelle autre utilisation, usage, tant mieux. Voilà. Merci. Merci vraiment du fond du cœur. Je pense que l'audience se joint à moi vraiment pour vous remercier, Docteur Poligui. On a tellement appris et j'espère que c'est juste le début de la collaboration. On aimerait encore vraiment collaborer. On a beaucoup à apprendre et pourquoi pas ensemble peut-être pouvoir changer les choses petit à petit, lentement mais Merci. sûrement. Donc vraiment merci beaucoup pour ce soir et au Pour vous, revoir. merci.